Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus et le jeudi c'est Anthropologie, vous le savez. En troisième partie à 20h, vous retrouverez Brigitte Zabarel pour Santé 10, mais pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le 2 juillet 2020 et une question se pose, à savoir si les territoires de la communauté d'agglomération du Nord-Basse-Terre sont-ils en passe de devenir des décharges à ciel ouvert. C'est ce que craignent les habitants de ces villes comme au Lamentin où les ordures s'amoncellent depuis plusieurs semaines. Une situation qui semble récurrente et qui serait due aux méthodes mafieuses d'entreprises de ramassage d'ordures. Les déclarations qui ont été faites par le maire Jocelyn Sapoti en mai dernier. En attendant, les administrés paient le prix fort. Le reportage d'Olivier Félix. C'est épouvantable puisque là, ça fait plus de 10 jours qu'ils ne sont pas encore passés. Ils sont passés lundi, mais j'ai l'impression que c'est la commune même qui est passée, en fait la petite voiture. Parce que la voirie en elle-même, elle ne passe pas. Tout ce qui est encombrement, tout ça, c'est épouvantable. Parce qu'on a des mouches, on ne peut pas aller sur notre galerie, c'est impossible, on ne peut pas prendre de l'air. Je pense que M. Sapoti, on l'a élu, c'est pas pour rien. Donc il faut qu'il fasse le maximum pour qu'au moins il passe 2 fois par semaine les foires. Je pense que tout le monde est dans le même cas au Lamentin, que ce soit à Montalegre, à Mokou ou à Caillou. Je pense que tout le monde est dans le même cas et on ne peut pas vivre dans cette situation. On loue une maison, on doit être en sécurité. On doit être en bon usage avec toute la population. Mon père m'a dit qu'il a vu des rats. Je pense qu'il y en a. Des rats, des mouches. Il y a des chiens errants, des chats qui passent ce soir. Ils sont en train de mettre toute la poubelle dans la rue. C'est pas possible. J'ai appelé plusieurs fois M. Sapoti. Dernièrement, je les ai appelés, mais sans cesse, je pense qu'il ne veut pas répondre par rapport à la situation. Il sait très bien comment ça se passe. Donc, faut qu'il fasse quelque chose. S'il m'écoute, qu'il fasse quelque chose pour nous, pour tout l'ensemble de Lamentin. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça. C'est épouvantable. Tout le monde est dans le même cas. Et en parlant de choses qui ne sentent pas bon du tout, revenons sur la problématique des sargasses qui gâchent la vie des Saintanais. Ces derniers exigent que des ramassages soient effectués, mais se retrouvent dans l'impasse avec la municipalité et la préfecture qui se renvoient la balle. Ils se sont rassemblés aujourd'hui pour définir leur plan d'action. Regardez. Le débat il a été posé il y a déjà plusieurs années et il a été indiqué que tout ce qui était salubrité publique était de la responsabilité du maire. À partir de ce moment-là, la question a été posée et la ministre des Outre-mer a répondu déjà à plusieurs reprises que c'est les maires qui étaient responsables de l'enlèvement des sargasses. Pour autant, l'État n'est pas, inactif par rapport à l'enlèvement des sargasses et il intervient, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, à la fois en investissement et en fonctionnement pour aider les communes à enlever les sargasses qui s'échouent. C'est nous qui nous sommes battus, les maires, pour que l'État puisse nous accompagner, c'est vrai. Parce qu'en 2011, 2013, 2014, l'État nous avait abandonnés. Et c'est vrai que depuis 2018, à cette année, nous sommes accompagnés. C'est plus de 2 millions d'euros que nous avons déjà dépensés en termes de ramassage, de nettoyage ou encore d'équipement. Et sur ces 2 millions d'euros, l'État nous a déjà accompagnés à hauteur de 800 000 euros. Bon, mais on s'est battu aussi pour cela. Mais ce que je veux dire, c'est que les sargasses arrivent par les eaux nationales et internationales. Et ce qui nous intéresse, c'est que les sargasses qu'il n'y ait pas de déchouage massif sur le rivage. Les réponses qu'on a pu avoir, c'est monsieur le préfet dit que c'est de la responsabilité de la commune et monsieur le maire dit que c'est de la responsabilité de l'État. Donc maintenant, s'il faudrait savoir, c'est de la responsabilité de qui. Le seul problème aujourd'hui, c'est un problème à très très court terme. Ce sont les algues qui sont en putréfaction et qui ne sont pas ramassées et qui nous empêchent de pouvoir respirer et de pouvoir vivre correctement. Cette année particulièrement, ça a été très important. Mais en regardant l'historique depuis 2015, en 2015, on a eu une réunion avec monsieur le maire qui nous a dit « je ne ferai rien, ce n'est pas de ma compétence, c'est à l'État de s'en occuper ». Donc depuis, il y a eu quand même pas mal d'évolutions de sa part, sous la pression d'au-dessus de la préfecture. Mais on voit qu'actuellement, ils sont
carrément dépassé et pour nous, ça ne change rien. On est toujours dans les gaz. Quand on est sur des échouages de faible envergure, je pense qu'un équipement des communes avec 1 voire 2 kits sargasses, ça suffit largement et ça permet d'enlever dans les 24 heures, si le matériel, bien entendu, est en état de marche. Lorsqu'on est sur des niveaux d'échouage moyens, je pense que là, l'intercommunalité doit pouvoir projeter des moyens, et je sais qu'au niveau de la Riviera, il y a du matériel, pour venir en aide à une commune qui en a ponctuellement besoin et enlever les sargasses sur des niveaux d'échouage moyens. Après, si on est sur des niveaux plus élevés, voire très forts, là, effectivement, il faut mobiliser d'autres niveaux, le niveau régional, le niveau départemental, le niveau de l'État. Des images signées Charlie Dagonia. Et nous sommes en ce moment en liaison téléphonique avec Mario Varro, secrétaire général de la CFTC. Bonsoir Monsieur Varro. Bonsoir Monsieur Luce, bonsoir à Canal 10. Alors, vous avez adressé une lettre ouverte à plusieurs élus guadeloupéens, dont le nouveau maire de la commune du Gosier, à savoir Cédric Cornet, où visiblement vous l'exhortez à ne pas prendre la place du maire et tout simplement siéger au conseil municipal. Pourquoi ? Alors, dans un premier temps, la CFTC ne s'ingère pas dans le domaine politique. D'ailleurs, je félicite la liste victorieuse. Simplement, se pose un problème de principe. Le peuple peut se tromper, mais la République ne peut pas faillir sur ses grands principes, à savoir la force de la chose jugée. Que par ailleurs, il ne faut pas oublier, le maire, outre le fait qu'il soit élu, a aussi une casquette d'agent de l'État, c'est-à-dire sous l'autorité du préfet. Il est officier de police d'état civil et de police judiciaire, et qui ne peut pas exercer quand il est inscrit au registre des délinquants sexuels dont il a accès. Le préfet doit prendre ses responsabilités en initiant à nouveau une procédure de révocation si par mégarde il est élu. Par contre, il peut être conseiller municipal, mais pas maire. La jurisprudence constante du Conseil d'État en date du 12 juin 1987, numéro 781-14, que j'invite à tout le monde d'aller regarder. Et ce que je voudrais dire, c'est que je n'ai rien contre M. Cordet. Au contraire, c'est quelqu'un que j'apprécie. Je le mets en garde car la fonction de maire est incompatible avec les condamnations qu'il a. Pour mémoire, Adolf Hitler a trompé le peuple allemand et pourtant c'était les plus lettrés en Europe. Donc il n'y a pas de honte à avoir, le peuple peut se tromper, mais pas la République. Donc j'appelle à sa sagesse pour qu'il puisse proposer quelqu'un d'autre de sa liste. Donc, ça veut dire en fait, vous souhaitez qu'il se retire de lui-même avant que certains problèmes ne lui tombent dessus, c'est ce que vous voulez dire ? Tout à fait. Tout à fait. Je le mets en garde parce que ça va arriver. Donc, en outre, ça veut dire qu'il y a un problème de moralité publique. D'accord. Et est-ce que tous les syndicats sont d'accord sur cette question ? Est-ce qu'on aura des mouvements justement de mobilisation si toutefois il venait à être élu maire lors du conseil municipal ? Non, vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure là, c'est qu'il y a un problème de moralité publique. Donc forcément, il y aura des impacts, notamment, comme je vous ai dit, le préfet sera obligé d'initier à nouveau une révocation pour un maire. Donc, au lieu d'en arriver à ce stade, vaut mieux qu'il se retire et sortir par la grande porte. Ça veut pas dire qu'il ne peut pas être conseiller municipal ou autre. C'est simplement, c'est une mesure pour qu'il puisse sortir vers la grande porte. Donc c'est un conseil, vous voyez plutôt cela comme un conseil que vous lui adressez ? Oui, tout à fait, parce que lorsque vous regardez dans ma lettre ouverte, en préambule, j'ai félicité la brillante victoire de sa liste aux élections municipales, donc on ne remet pas ça en cause. Par contre,
il y a un problème de probité, il y a un problème de moralité publique. Et notamment ce qui a été soulevé, donc le fait qu'ils soient inscrits au fichier des délinquants sexuels pendant 30 années et qu'ils ne puissent pas justement effectuer des activités avec des enfants, et ça rendrait la fonction de maire incompatible, visiblement. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas Mario Varro d'être intervenu sur ce plateau ce soir. Merci à vous. Bonne soirée. Troisième carburant le plus utilisé en France, le GPL ne sera plus commercialisé en Guadeloupe. Une décision stratégique prise par Total qui estime ce dernier trop dangereux avec des risques non négligeables d'explosion et aussi le manque d'entretien de la seule pompe à GPL du département qui est située à La Jaille. Et si l'on compare à une essence, la voiture GPL dispose d'un réservoir additionnel en acier très résistant en plus de son réservoir à essence constitué de 50% de butane et 50% de propane. Le GPL consomme 20% de carburant de plus mais coûte 2 fois moins cher à la pompe. De plus, il rejette 18% de dioxyde de carbone en moins. Un geste écologique auquel la centaine d'utilisateurs guadeloupéens doit renoncer et passer à du 100% essence. On fait le point avec la présidente de Total, Karine Poisson. Alors, j'ai décidé d'arrêter le GPLC pour des raisons de sécurité. Aujourd'hui, nous avons un appareil distributeur sur la station de La Jaille qui distribue du GPLC. C'est un appareil qui a été installé en 2016, donc un appareil qui était neuf, et qui aujourd'hui ne bénéficie plus d'aucune maintenance, parce qu'il n'y a pas de mainteneur sur le territoire. Donc depuis 2017, moi je n'ai plus aucune certitude que l'appareil qui distribue du GPLC est conforme aux réglementations. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est le produit en lui-même. À mon arrivée, j'ai découvert qu'en fait, le produit qu'on distribuait n'était pas non plus conforme aux spécifications de distribution de carburant GPLC. Donc, c'est les deux raisons pour lesquelles j'ai décidé d'arrêter la distribution de ce carburant. La SARA n'a jamais dit que ce produit était conforme pour une carburation. Aujourd'hui, à ma connaissance, ils n'ont pas la possibilité de faire les contrôles qui sont nécessaires pour nous apporter cette justification. Donc, avec ces deux éléments qui potentiellement mettent en jeu la sécurité de mes clients, j'ai décidé d'arrêter la distribution. Je rappelle qu'un appareil, un véhicule GPLC, c'est par définition un véhicule à double carburation. Donc il est forcément d'abord essence et ensuite GPL. Donc tout véhicule roulant en GPL peut aussi rouler exclusivement à l'essence. Donc il n'y a pas de problématique pour les utilisateurs en termes de déplacement. Ils pourront continuer à utiliser leur véhicule. Bon, par contre, il y a un manque à gagner financier. Il y a une différence de tarif entre le GPL et puis l'essence sans plomb. Bon, ce différentiel, il est variable d'un mois à l'autre. Il faut quand même rappeler aussi qu'il y a une surconsommation du GPLC par rapport à de l'essence. Bon, tout ça, on l'a pris en compte. On a regardé combien on faisait de volume, combien il y avait de véhicules sur l'île, et on se rend compte qu'en moyenne, ça représente un manque à gagner d'environ 5 à 6 euros par véhicule par an. Donc, on va proposer une compensation aux propriétaires de ces véhicules en fonction de leur litrage annuel. On est en train de répertorier tout ça en fait avec la station. En tout cas, cette décision n'arrange pas du tout les affaires de groupes comme Renault qui entendaient commercialiser plus de voitures GPL à compter de 2021, puisque transition écologique oblige. Techniquement, on est obligé de passer à des mix énergétiques, mais visiblement, ça ne sera pas le cas en Guadeloupe. On se rend maintenant au centre médico-social Pita à Basse-Terre qui propose une alternative à l'hospitalisation pour les patients cancéreux. Il s'agit d'un nouveau service d'hôpital de jour axé sur les points de support et de confort. En une journée, ces patients bénéficient de l'évaluation de médecins de la douleur, d'infirmières, de kinésithérapeutes, de diététiciens et de psychologues. L'objectif étant de leur apporter un bien-être physique et psychologique et de lutter contre l'isolement de la personne malade. On écoute ce reportage tout de suite. Un nouveau service, c'est un hôpital de jour soins de support oncologique. En fait, c'est pour les patients qui ont un cancer, qui vivent en Guadeloupe et qui ont besoin d'être accompagnés. On s'est rendu compte que les médecins généralistes étaient surchargés. On s'est rendu compte que les cancérologues étaient peu nombreux et surchargés aussi.
et que les patients n'avaient pas vraiment envie de rester hospitalisés. Donc on a créé ce service, c'est une journée où ils peuvent bénéficier d'une évaluation à la fois sur le plan nutritionnel, voir un kiné, une psychologue, voir une assistante sociale, un médecin pour les symptômes, notamment les douleurs, toutes les souffrances physiques et psychologiques qui sont liées au cancer et au traitement. La demande était forte parce que les patients ne voulaient pas rester hospitalisés et avaient besoin d'être accompagnés sur tous ces plans-là. Moi qui suis passée par la phase cancer, donc il n'y a pas très longtemps, oui, l'accompagnement est primordial, surtout tout ce qui est soins oncologiques de support en fait. C'est très important de la découverte de la pathologie et jusqu'à la fin du traitement également, puisque quelquefois les patients ont une notion d'abandon. Donc c'est vrai que venir en soins de support oncologique en hôpital de jour, c'est vraiment très important pour les patients et puis ils transmettent cette information que c'est un bénéfice pour eux. L'HDJ qui permet d'encadrer la personne atteinte d'un cancer est, je pense, un support extrêmement important qui soulage, qui aide et qui permet d'apporter un mieux-être aux patients et c'est ça un peu notre but ici. Les patientes ne restent pas que dans le milieu hospitalier. En fait, elles viennent, elles nous rencontrent, elles rencontrent d'autres personnes, on échange. Nous avons des ateliers pour les aider effectivement à penser autre chose. Ça peut être du coloriage, ça peut être, là nous sommes en train de faire des fleurs pour les cheveux. Et c'est primordial de s'évader, de sortir de la case soins maladie. En général, les patients ne savent pas vraiment à quelle sauce ils vont être mangés quand ils arrivent. On leur explique et progressivement au fil de la journée, on voit qu'ils s'ouvrent, on voit qu'il y a des liens qui se créent, des numéros de téléphone qui s'échangent et on se débrouille pour que les personnes qui ont des affinités se retrouvent ensemble. On voit les patients une fois par mois, plus s'il y a des symptômes, s'il y a des douleurs, mais en moyenne c'est une fois par mois. Et donc les patients ressortent en général ravis de ces journées. Un reportage de Maxime Morel. Et avez-vous déjà entendu parler de l'artémisia, une plante médicinale présentée par le président de Madagascar comme un remède contre le Covid-19 ? Eh bien, vous savez, ce remède rasier distribué à la population malgache a été discrédité par l'OMS, l'Agence nationale du médicament ou encore l'Académie de médecine. Eh bien, l'Institut Max Planck de Potsdam en Allemagne a annoncé que des extraits séchés d'artémisia se sont révélés très efficaces pour lutter contre le virus. Des essais cliniques sont d'ailleurs sur le point d'être lancés aux États-Unis et au Mexique. On fait donc un petit clin d'œil à Andry Rajoelina, président de Madagascar, qui sur les médias français avait déclaré que le seul problème de la décoction à base d'artémisia était qu'elle venait d'Afrique. Et on part maintenant pour la remise des prix des 2 concours Mémoire et Citoyenne 2020, en l'occurrence la Flamme de l'égalité et le Parlement des enfants. En ce qui concerne la Flamme de l'égalité, les élèves de premier et second degré devaient mener une réflexion sur le thème Devenir libre. Et dans la catégorie des collèges, les élèves de Gourdeliane se sont imposés avec un reportage sur l'importance de la musique et de la danse comme instrument de résistance. Et pour les lycées, c'est la classe euro-caribéenne du Jardin d'Essai qui est lauréate avec son film Danser pour être libre. Et pour ce qui est du deuxième concours, eh bien, les jeunes avaient pour mission de proposer un projet de loi sur l'égalité homme-femme. Et bravo au CM2 de l'école Suzanne Rouillon-Augosier qui se sont penchés sur les congés paternité. Le reportage. Pour une école élémentaire sur le Parlement des enfants, où nous avons récompensé un projet de proposition de loi d'égalité homme-femme. Ça montre la sensibilisation de nos élèves, leur sensibilité aussi, de rendre obligatoire le congé de paternité. Et puis c'est un projet de loi ficelé, c'est vraiment clé en main. Et puis nous avons également récompenser le travail accompli par des élèves du collège de Gourdeliane autour de la résistance engendrée par la culture pendant l'esclavage pour accéder à la liberté. C'est aussi la même thématique qui a été évoquée par le projet porté par le lycée Jardin d'Essai, où on voit le rôle de la culture, de la danse en particulier, pour résister et accéder à
à les libertés moralement, mentalement, voire même effectivement, puisque ça a été rappelé que le premier mouvement de résistance a abouti aussi sur un mouvement de libération grâce au mouvement culturel et la danse et la musique en particulier. Il y avait les esclaves des champs et il y avait les esclaves de maison. Alors, les esclaves des champs, ils avaient la robe 3 trous. Et les maîtres, chaque année, leur donnaient 2 coupons. Les esclaves de maison, les maîtres les habillaient, et bien souvent avec des tenues des maîtresses. Il y avait une grande différence entre ces esclaves de maison et ces esclaves de champs. Nous avons eu le prix du concours de la flamme de l'égalité qui parlait des esclaves sur le thème de devenir libre. Nous avons parlé des résistances culturelles. C'est un thème qui nous inspirait, qui était bien à traiter et très intéressant. Alors nous avons fait des interviews au Moule, à différents endroits, et nous avons séparé la classe par groupe. Par exemple, il y avait les caméramans, moi le journaliste. Nous avons fait différents groupes, les scénaristes aussi, et voilà. Non, on avait fini avant le confinement. Heureusement, on avait fini, sinon ce serait la galère. Et on s'est vu pendant la grève, les mercredis après-midi. On s'est aussi vu les vendredis pendant les vacances. À n'importe quel moment, dès qu'on avait du temps libre. Parce que c'était pour avancer plus vite et ne pas traîner. Encore félicitations à ces jeunes qui nous font honneur. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. On revient demain à 18h30 pour une nouvelle page d'actualité. En attendant, passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus et le jeudi, c'est anthropologie, vous le savez, on reprend. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Marie Pombo, bonsoir à Armande Aubertan, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Habite-moi Yétoutan qui nous dit bonsoir lui depuis Haïti, on espère que tout le monde va bien. Bonsoir à Odile Zingilet, bonsoir à Marlène Champard Babel Odéide, bonsoir à qui d'autre, bonsoir à Judith Clérambeau, bonsoir à Céline Anna, bisous Céline, bonsoir à Abdallah Nomertin, bonsoir à Alix Bico, bonsoir à Linda Perla, bonsoir à Sandra Laudin, bonsoir à Dimitri Gobardan également, bonsoir à Johan Josia Bertelli, bonsoir à Jean-Marie Deshaudang, bonsoir à Gladys Loco, bonsoir à Patricia Châtonnet-Rivaudet, mais aussi à Cosette Vlémir, Zétoile Anicette Cafilé et tous les autres, bonsoir à Sabine Bibine, je pourrais pas dire bonsoir à tout le monde, désolé, en tout cas merci à vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux mais aussi à l'antenne. On se retrouve après la coupure pub. Très bien le générique, copain.